Et salut tout le monde, c'est Nico, soyez les bienvenus dans MMA Club Podcast. J'espère que vous allez bien. Je l'ai dit, c'est la rentrée des classes, pour moi un peu tardive et je suis très content de vous retrouver. Cette vidéo va être un petit peu longue. On va parler bien sûr de Fernand Lopez. Alors j'espère qu'il va y avoir un maximum de commentaires. On va parler des commentaires de la dernière vidéo concernant Fares Ziam et Benoît Saint-Denis. Donc c'était question de savoir comment ça se fait qu'en France on passe si rapidement de fraude à superstar et comment ça se fait qu'on passe également de superstar à fraude aussi rapidement. Alors, petit réglage, hop, hop. Allez, on est parti. Déjà, je vais commencer par regarder les commentaires de la dernière vidéo. Je vous remercie parce qu'il y a eu énormément de commentaires. Je trouve ça super cool. J'en ai sélectionné 1, 2, 3, 4, ouais, 5, 6. Allez, vite fait, on se les fait vite fait. Alors déjà, celui qui m'a traité de petite salopette, c'est mignon, c'est très gentil. J'apprécie beaucoup les insultes. Non, non, bien sûr, non, c'est pas cool. Mais c'est pas grave. Écoute, j'ai pas supprimé ton commentaire. Je l'ai signalé. Alors, s'il a disparu, ben tant pis pour toi. Sinon, ben voilà, il ne sera pas dans l'histoire des MMA Club Podcast. Désolé pour toi. Donc, j'ai été traité de petite salopette. Pourquoi? Parce que monsieur trouvait que j'avais défendu Fares Ziam contre le racisme. Alors en fait, c'était pas une histoire de défendre contre le racisme ou quoi que ce soit. C'était une histoire d'expliquer que quand on a peut-être la double nationalité ou quand on a le cul entre deux chaises, hein, parce que moi j'ai la double nationalité, donc je sais ce que c'est. Si j'ai simplement donné l'exemple, j'ai dit, si j'étais sportif de haut niveau, peut-être que je serais là avec mon drapeau, le drapeau d'origine de mon père, quoi. En fait, c'est ça que j'ai dit. Et que du coup, je comprenais pourquoi un athlète qui est français, franco-algérien, je comprends pourquoi il a le drapeau algérien dans une main et puis le drapeau français dans une autre, quoi. Parce que y a les origines d'un des parents ou des deux parents, et puis on a envie de leur faire passer un petit message. On en est arrivé à un certain point de notre carrière. On est fiers, quoi. Ça veut pas dire qu'ils se sentent pas français ou qu'ils dénigrent ou quoi que ce soit. Voilà, c'était mon petit message. Donc je me suis fait un petit peu insulter pour ça. Après, pas de game plan, ça te choque pas. Tu dis, c'est bien, tu es nul, l'ami. Alors déjà, quand j'ai fait la vidéo, Benoît Saint-Denis n'avait pas encore parlé du fait qu'il n'avait pas spécialement de game plan pour son combat contre Moïcano. J'ai une petite excuse. Et surtout, le fait que... Surtout, pareil, j'ai pas dit ça, en fait. J'ai pas dit ça. Mais c'est gentil de m'avoir dit que j'étais nul. En fait, ce que j'ai dit concernant Benoît Saint-Denis, c'est que j'étais plus choqué par les impacts dans la défaite que par la défaite en elle-même. Je suis pas gêné qu'un athlète à son âge ait déjà 3 défaites, puisse en avoir, 3 ou 4, puisse en avoir plus que ça me dérange pas en fait. C'est surtout les points de vie qu'il a perdus qui me questionnent, sachant qu'il y a eu quand même 3 guerres. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme autre commentaire? Alors ça, c'est intéressant. Et je te cite et je te nomme Marie Cyrielle. Cette carte a quand même bien illustré la vitesse à laquelle le public peut se retourner contre toi ou monter dans le train en fonction d'une seule performance. C'est avec grand plaisir de te voir de retour progressivement. Voilà, ça je trouvais ça cool. Yacine Benbecker. Il n'y a qu'en France où on vient brancher les gens sur leurs origines. Alors ça, je sais pas. Aux USA, tu as la ferveur du public, quelle que soit ta couleur de peau. Bref, certains pseudo-identitaires ont voulu s'identifier à BSD, alors que ce mec hyper tolérant, se revendiquant davantage du maréchal Lyautey, d'autres sous couvert d'identité musulmane en ont fait un facho islamophobe versant dans la diffamation gratuite. Ok, c'est intéressant, Yacine. Alors, le déodorant. Alors, c'est cool parce que tu es souvent dans les réactions. Je te remercie. Ziam, c'est clairement du racisme. Pour Gann et Gomis, c'est les effets secondaires de la haine que le milieu a pour Lopez. Ça, c'est intéressant aussi. BSD, c'est un cas particulier. Il a tout pour être aimé et il va s'en remettre. J'ai surtout peur pour lui au niveau performance. BSD qui fait peur, c'est le BSD qui charge ses adversaires. Alors, il a continué son truc, mais je vais pas tout... LFTY, la chute de BSD dans l'opinion peut s'expliquer par l'hypermédiatisation du personnage God of War, mais aussi par une ascension peut-être un peu trop fulgurante. Laissons BSD se reposer et lui laisser du temps de réfléchir aux choses qui doivent changer. Moi, je suis assez d'accord avec ça.
Je pense qu'il y a une hyper-médiatisation et puis qu'il faut lui laisser du repos au lieu de parler comment dire, de futurs potentiels adversaires, machin, on en a déjà parlé. Voilà. Les quelques commentaires, il y en a eu 48, 49, bon, on va arrondir à une cinquantaine de commentaires avec celui qui, avec le petit salopette qui a dû sauter. Ça fait 50 commentaires, je vous remercie, c'est super cool. Pour un retour, une vidéo à presque 2000 vues, moi ça me fait grave plaisir, franchement je m'y attendais pas. Donc je vous remercie tous, vraiment, c'est super cool. Allez, j'éteins le téléphone des commentaires, merci beaucoup. Le partenaire Others, vous le savez, qu'est-ce qu'on peut dire sur Others? Eh bien moi je vais vous le dire. Protéines en poudre ou en barre, post-workout, Barlow Booster avec cette gecko. Tout est vegan. Avec le code promo MMA Club 10 tout attaché, vous avez 10% sur vos commandes. Alors faites-vous plaisir. Est-ce qu'il était si polarisant et influent que ça? Est-ce qu'il était si responsable que ça des problèmes du MMA actuel? Et surtout, tout simplement, est-ce qu'il vous manque? Ça, c'est la question. Ça, c'est une question importante parce qu'il y en a plein. Il y en a plein, c'est tabou, ils n'osent pas le dire. Je vous jure, c'est la vérité. J'en ai vu sur Twitter. J'en ai vu beaucoup qui réclament le retour de Fernand Lopez. Alors, c'est un vrai sujet en vrai. C'est un vrai sujet. J'attends vos commentaires sur les questions que je viens de vous poser. Voilà. J'ai envie d'avoir l'avis de la communauté en toute franchise, en toute honnêteté, parce que politiquement correct voudrait qu'on le cancel pour des choses alors, qui ont rapport avec le MMA, mais aussi pour des choses qui n'ont rien à voir avec le MMA. Alors, est-ce qu'on pardonne l'extra-sportif? Ou est-ce que tout simplement, on peut ne pas pardonner, mais tout simplement se dire, bah, ce mec a sa place dans l'écosystème du MMA? Est-ce qu'on ne fait pas tous des erreurs aussi? Est-ce qu'il y en a aussi, les premiers à tirer, ne sont pas aussi, bah, des fois, les premiers à faire des erreurs? Et est-ce que le MMA va mieux quand Fernand Lopez est en retrait? Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Sans insulte, sans... Comment dire je prends pas parti, en fait. Je donne mon avis, j'essaye d'être objectif. Peut-être que je suis un gentil dans l'âme et que du coup, ben, on va dire que je vois du bon partout, que j'ai envie qu'on redonne des chances aux gens, tout ça. Donc je vais argumenter dans ce sens-là, peut-être. Moi, ce que je vous demande, c'est pas de me tirer dessus, mais si vous voulez le faire, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Ce qui m'intéresse, c'est que vous me donniez votre avis, tout simplement. Humainement, surtout. Avant sportivement, il y a humainement. Et sportivement, c'est aussi très important. Donc, on y va. D'après la nouvelle direction d'Ares, donc Fernand, il est retourné dans ce qu'il sait faire depuis longtemps, c'est-à-dire entraîner des pépites et des superstars françaises au MMA Factory. Il s'est embrouillé, ou on l'a embrouillé, avec pratiquement tout l'écosystème du MMA français sur le plan sportif. Et puis ça a dérapé sur le plan extra-sportif. Et le seul clash qui a fait changer les choses, c'est celui qui est en sa défaveur, c'est celui contre Cédric Doumbé. C'est un clash extra-sportif qui a eu lieu à l'époque du PFL où Doumbé affrontait Zebo. Il y a eu un sacré discours, s'en est suivi des choses, il y a eu des interviews de son ex-femme. Voilà, j'ai pas envie de remuer tout ça, j'ai pas envie que ce soit mon rôle. J'ai envie que mon rôle soit de vous divertir autour du MMA et de donner un point de vue et d'élargir le champ de vision, en fait. Pas de réduire une personne à ce qu'elle a fait de mal ou ce qu'elle a fait de bien. Il y a d'autres choses qui rentrent en critère. En tant que spectateur, finalement, c'est à peu près toujours la même chose. Quand vous regardez bien, il y a des gens qui sont payés pour nous hyper sur certains événements, par exemple de MMA. Quand ces gens disparaissent, ils sont remplacés de manière plus ou moins quali, donc il y a des gens qui vont le faire plus ou moins bien. Ils vont représenter des écuries, donc des managing, des organisations qui vont les mettre en avant, enfin ils vont les mettre en avant. Ça va laisser place à des nouvelles écuries, on va faire la chaise musicale, etc., etc. Et on tourne comme ça. Voilà. Donc là, en ce moment, il y a une écurie, en ce moment, l'organisation qui a le vent en poupe, c'est le King of Fighting, le KOF. Il y a eu, à un moment donné, il y a eu, merde, comment il s'appelle, ceux de Rennes, là, avec Willy Syrops. Je m'en rappelle plus. Il faisait beaucoup d'amateurs et tout.
Bon, il y a eu des déclarations et tout un peu hasardeuses, ça s'est un peu cassé la gueule. Il y a un cycle comme ça, voilà, faut l'amener. Il y a eu Ares, très très fort, Ares. L'Hexagone, bah, de temps en temps, ils prennent un petit peu de place. Il y a eu le MMA-GP, là, on n'en entend plus parler. Donc voilà. J'ai un exemple concernant ça, concernant le fait de mettre en avant des trucs et puis après de se dire, ouais, il y a eu Sacha le soir de l'UFC Paris, le co-présentateur de l'événement sur Twitch. Je trouve que c'est un mec super sympa, super dynamique. C'est un mec très inspirant sur l'énergie. Je le trouve vraiment super. Mais je pense il en a fait un petit peu des caisses sur Oumar Sy juste avant son combat. Et lui-même, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est lui-même, je crois que c'était dans la Winamax TV, lui-même, il a reconnu qu'il avait un petit peu survendu Oumar Sy comme une espèce de Golgoth, invincible, tout de suite prêt à défier le top 5 des light heavyweight. Et donc, au final, on se rend compte que quand c'est pas Fernand Lopez qui vend sa sauce pour promouvoir le MMA Factory à Arès, bah, c'est les autres sur RMC ou sur la Winamax, pardon, comment il s'appelle leur podcast putain, c'est... non, c'est pas Octogone, c'est... Ah, je me rappelle plus. J'ai oublié. Je veux les citer parce que c'est cool, en fait, de citer les gens quand ils font quelque chose. Je l'ai pas sous les yeux. Bah, j'ai oublié. Je suis désolé, les gars, je vous ai oublié le nom. Ah, Mandal, voilà, Mandal. Et donc, je disais, bah, quand c'est pas Fernand qui vend le MM Factory à Arès sur King G, c'est certains sur RMC ou voilà, c'est Sacha sur Mandal. Et on vend notre produit parce qu'on distribue ce produit à la télé, donc on le vend, on l'embellit et parfois c'est plus beau que la réalité. Donc, il n'a pas inventé ça. À l'époque, sur King Energy, on disait, ouais, il en fait des caisses, machin, mais en fait, tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Donc, il y a des sujets sur lesquels il ne faut pas tout mélanger. Un jour c'est l'un, un jour c'est l'autre. Ce qui me dérange, c'est cette espèce de cancel en ce moment, généralisé sur le plan sportif. Voilà, on le met de côté, on fait comme s'il n'existait plus. Par exemple, là, il y a Nassourdine Imavov qui gagne. Pardon, je crois que je crie un peu. On félicite Nicolas Haute pour le coaching, pour ses qualités, d'avoir réuni un staff qui est ambitieux, qui est adapté. On lui attribue des qualités humaines qui sont parfois vecteurs de la réussite, qui sont même souvent le vecteur de la réussite. Et c'est quelque chose que j'approuve à 100%. Franchement, c'est vrai. Pareil, c'est vraiment quelqu'un de très inspirant. Nicolas, dans l'interround là qu'il fait, c'est une masterclass. Quant à William Gomis, quand il gagne, on parle de stratège dans la cage, on parle d'un mec qui a toujours cru en lui, on dit qu'il a un style bourbier pour tous les mecs qui sont agressifs debout. Voilà, c'est super. C'est vrai aussi. Donc c'est deux vérités. Déjà, la première chose pour moi, Nassourdine, il n'a pas été formé intégralement chez Lopez, mais il s'est aussi peaufiné au MMA Factory avant d'aller se faire polir le diamant chez Smart Fight. Il a passé quand même quelques années à être peaufiné au MMA Factory. Donc tous les mérites ne reviennent pas à une écurie aujourd'hui. Deuxième chose, pour Gomis, j'ai très très rarement entendu des louanges sportives concernant sa team. Et concernant le Factory ou concernant Lopez. Alors je sais aussi que Gomis, il n'a pas fait toutes ses classes au MMA Factory, je suis d'accord. Mais pourquoi on le fait d'un côté et pourquoi on ne le fait pas de l'autre dans ce cas? Voilà, je rappelle quand même aussi une autre chose, c'est que Nassour, il est entré à l'UFC avec Lopez. Taylor, il est aussi entré la première fois à l'UFC avec Lopez. La deuxième fois, il obtient le titre Ares chez Lopez avant de retourner à l'UFC avec l'US Metro. Cyril Gane, il est chez Lopez. Gomis, il a fait un perfect sur son bilan UFC, il est à 4 sur 4. Et il est aussi chez Lopez au MMA Factory. Même si on sait reconnaître que Gomis, il n'a pas tout le temps été au MMA Factory. Mais c'est pas grave. Mais c'est juste qu'il ne faut pas le cancel, il faut le dire. Voilà. Alors, ça c'était un premier chapitre. Est-ce qu'on essaie de faire oublier Lopez ou est-ce qu'il s'est lui-même coupé de l'écosystème du MMA dans ses grandes lignes? C'est une question que je me pose. Voilà. Et j'aimerais avoir votre avis sur cette question. J'aimerais que vous me donniez votre avis. La deuxième chose, le deuxième point. Est-ce qu'il y a eu trop de casquettes pour une seule tête? Est-ce qu'il a empilé trop de casquettes? Manager, directeur d'Ares,
entraîneur. Voilà, du coup, il y a des intérêts financiers qui viennent se greffer à tout ça et qui font un petit peu tousser tout le monde. Et c'est normal. Voilà. Fernand, ce qu'on lui reprochait, bon, sportivement parlant, d'accord? On va pas commencer à parler de tout et de rien, on va parler du sportivement parlant. C'est des matchmaking plutôt favorables à ces gars à Ares, qui laissaient souvent la place à des bonus de victoire, des bonus de KO, des bonus de soumission, avec un pourcentage de primes qui indirectement allait dans la poche du Management Factory et donc bah, de l'écurie du MMA Factory. Donc, ça c'était une première chose qu'on lui reprochait, on va dire, en sous-marin, parce qu'il n'y a rien d'officiel. En vrai, son gars, il gagne. Ben, le matchmaking, il est fait de manière officielle, il est fait de manière légale. Il trompe personne, en fait. Légalement, il trompe personne quand il fait ça. Donc, c'est juste quelque chose qui lui était reproché sur la place publique, mais c'est pas quelque chose qu'il a fait illégalement, je veux dire. Ça, c'est aussi important de le dire. Euh, Ce que je veux dire, c'est que il n'y a rien qui interdisait d'autres organisations de le faire également. Il n'y a rien qui interdit les frères Pourru, il n'y a rien qui interdit, je ne sais plus qui c'est qui gère au COF, il n'y a rien qui interdit personne de mettre en avant son écurie sur un podcast, de vendre ses combattants sur un podcast, et puis quand ceux-ci gagnent, ben effectivement, ils sont affiliés au management de l'écurie, et ben ils obtiennent les bonus, et il y a rien qui empêche personne de faire la même chose en vrai, donc c'est compliqué quand même. Donc on reprochait donc aussi des boulevards pour le titre à nombreux de ses combattants. Bon, moi, l'exemple que j'ai en tête, c'est Demarte Peña contre Taylor Lapidus. Je trouve que ce combat n'était pas si déséquilibré que ça après coup, après avoir vu Demarte Peña quand même sortir quelques masterclass. Sur le coup, on avait l'impression qu'il y avait un mismatch, mais en vrai, je trouve que c'était pas si mismatch que ça. Il y a eu peut-être d'autres, il y a eu peut-être des mismatchs à d'autres niveaux. Je me demande si, enfin, je dirais pas qu'il y a eu un mismatch, mais ouais, je trouvais que la façon dont la ceinture des light heavyweight dernièrement a été remise n'était pas folle. Euh, Par exemple, Virgil Haugen, il n'y a pas eu de mismatch. Axel Sola, il n'y a pas eu de mismatch. Axel Sola, il a dû se faire un sacré parcours dans Ares pour avoir la ceinture. Je vous rappelle que le mec, il s'est quand même tapé Imavov, Yunusov. Et là, il s'est pris. C'est qui le dernier là où il a fait un sacré combat là? Je sais plus, le mec, il a fini KO. Enfin, stylé à mort, quoi. Gagloyev, là, je sais plus son nom, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc, ouais, peut-être des mismatchs, peut-être sur les prélims ou sur des trucs comme ça pour mettre en confiance ses combattants. Mais en vrai, bon, ça, c'est à discuter. Ça se discute. C'est clair que c'est. Peut-être je prends la défense, mais peut-être que ça se discute. Ça, c'est propre à chacun en vrai. Donc, on lui reprochait, alors ça, c'était dans les podcasts un petit peu, sa façon de dénigrer des fois l'adversité, de pas dire les choses directement, d'avoir des communications. Alors moi, ce qui n'engage que moi, ce qui m'énervait au plus haut point avec Ares, c'était la communication sur les annulations importantes, c'est-à-dire des co-main ou des main events, en laissant la billetterie continuer. Ça me foutait un peu les boules. On lui reprochait une certaine arrogance, un certain culot face à la caméra. Il y avait parfois des sorties médiatiques qui réveillaient des vieilles rivalités. Bon, ça, en tant que spectateur, en vrai, ça nous dérangeait pas tant que ça dérangeait surtout la personne qui était visée. C'est normal. J'aborde pas les sujets comme le postulat à la présidence de la fédération. Sinon, on va partir dans tous les sens. Mais voilà, c'est quelqu'un qui, clairement, c'est vrai, je pense, avait besoin d'être hyperactif dans l'écosystème du MMA, avait besoin de peut-être de lumière, avait besoin de se vendre aussi. Allez, je me rappelle quand même que le clash d'Ngannou, je crois qu'il a commencé au départ parce qu'il réclamait à Francis d'être un petit peu plus reconnaissant sur la scène médiatique. Et au final, ben, ça s'est fini comme ça s'est fini. Alors peut-être que j'ai pas les tenants, les aboutissants, et puis il y a des choses que j'ai pas envie de mettre sur le tapis maintenant, qui n'ont rien à voir avec tout ça. Mais c'est clair que c'est une personne qui, au départ, ou qui, depuis un certain temps, avait tendance à apprécier d'être en première ligne. Un peu comme un président de club de foot, par exemple, comme Aulas. Ça me fait penser un petit peu à Jean-Michel Aulas, qui avait toujours ce besoin d'être en première ligne, aussi pour défendre ses combattants. Donc c'est intéressant aussi de ce point de vue-là. Faire redescendre la pression, en fait, c'est quelqu'un qui absorbe
les énergies pour permettre à ces combattants d'être un petit peu plus, on va dire, en retrait. Peut-être aussi que parfois, ça joue des torts. Ça, comment dire, ça. Non, c'est pas ça se dit pas, ça joue des torts. Peut-être que parfois, ça. Oui, ça lui joue des torts, je sais pas. Parce qu'il y a des combattants qui ont besoin aussi d'exister, et peut-être qu'il y avait un déséquilibre, je ne sais pas. Ça, la communication autour de l'imagerie des combattants, ça, c'est un autre débat. Mais tout ce que j'essaye de résumer dans tout ça, c'est pour poser la question, finalement, est-ce que ce qu'on ne lui reprochait pas le plus, sportivement parlant, c'était d'essayer de manger la plus grosse part du gâteau dans l'écosystème du MMA? Voilà. Je sais qu'on peut ratisser large sur la réponse, mais encore une fois, prenez le temps de me répondre. Et moi, c'est une vraie question que je me pose. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que il y a des gens qui sont contents de ne plus avoir Fernand, non pas sur les aspects, je sais pas comment expliquer ça, sportifs, mais euh, médiatiquement parlant, il y a plus d'espace pour communiquer parce que c'est quelqu'un qui prenait énormément d'espace dans la communication, ou du moins c'est quelqu'un qui avait une aura, et on va pas se mentir, beaucoup de gens l'écoutaient parler quand il parlait. Alors, il racontait des choses qu'on estimait être vraies ou fausses. Ça, c'est chacun, encore une fois, ça c'est chacun son opinion. N'empêche que c'est quelqu'un qui avait une aura quand il prenait la parole. J'ai envie de faire un léger bilan sportif d'Ares et de l'UFC concernant donc la première partie. Au final, on avait un Ares qui était plutôt enthousiasmant, qui était bien mis en avant, bien plus qu'aujourd'hui. Les combattants qui ont pris le titre à Ares sont majoritairement aujourd'hui à l'UFC. Je pense à Taylor Lapillus, je pense à Ivana Chiric-Petrovic qui combat pas énormément mais qui est quand même encore à l'UFC. Dans le roster, on a Oumar Sy, on a William Gomis, on a Nassourdine Imavov, on a Daria Zeleznakova, on en a d'autres. Je vais pas tous les citer. Je crois qu'il y a un poids lourd russe, mais qui est pas ouf, mais qui est quand même aussi à Ares. Voilà, ils sont passés par. Donc je sais que j'en oublie, hein. Je sais que je les ai pas tous notés. Aujourd'hui, il y a Yaki Yaev, il y a Sola, il y a Haugen, il y a Yunusov. Ils sont actuellement champions. Ils ont, franchement, les 4 cités, ils ont leur place à l'UFC. Il y en a aussi qui sont au PFL. Il y a Abdul, il y a Pepi, il y a Trabelsi, qui était au Bellator. Il y a Ibrahim Amane, qui sort du tournoi, qui était en demi-finale du tournoi du PFL quand même. Donc franchement, on peut dire ce qu'on veut au final. Les athlètes ont toujours été d'un niveau élite sur le territoire français. Concernant ce qui se passe au MMA Factory, il y a des combattants élites qui se tournent encore actuellement en plein régime. Ares, il travaille moins avec certains managers et c'est pas. Moi, j'avoue, je suis moins hypé, mais ça tourne encore quand même pas mal. Là, le Ares Marseille qui arrive, il va être violent, il va être vraiment cool. Même si parfois on sent un peu du vide sur certaines cartes, et même si surtout le vrai point faible d'Ares, c'est de ne pas avoir de backup sur les gros combats. Parce qu'il y a des combats qui sont annulés au dernier moment et on est dégoûté. Quand vous nous vendez des main events, enfin des main cards avec 4 ceintures, on veut 4 ceintures quoi. Ou alors on en veut 3 quali. Là on a 2 ceintures et demi. Il y a un remplaçant de dernière minute. On voit qu'il fait pas il fait pas le niveau. Donc voilà, c'est un peu embêtant. Et c'est souvent que sur leur carte, il y a quand même des annulations et il n'y a pas de vrai, comment on appelle ça? Je viens de le dire en plus. Il n'y a pas de vrai backup. Il y a pas un backup, ça veut dire il n'y a pas un vrai combattant derrière prêt à prendre la relève. Comme par exemple, Manon Fiorot était backup de Shevchenko contre Grasso à l'UFC Noche. Et ça, c'était cool. Voilà, une organisation sérieuse doit avoir un backup sur un ou deux main events, sur un ou deux combats importants de la soirée. Voilà. Il y a eu aussi les filières caucasiennes et les filières brésiliennes. Alors là, il y a de tout. Ça, c'est plutôt drôle. Il y a eu des bonnes surprises, il y a eu des mauvaises surprises. Il y a eu des trucs un peu exotiques dans les matchmaking. C'était un petit peu incongru parfois. Voilà, il y a d'autres choses très surprenantes dans le bon terme, hein, bien sûr. Tout ça, c'est des problèmes qui ont lieu dans toutes les organisations qui ont l'ambition de devenir donc internationales et qui doivent se démarquer. Donc voilà, des trucs comme les backups, la communication et tout ça, c'est clair qu'on a l'impression qu'on a fait un pas en avant.
Et là, il est parti. On a l'impression qu'on refait un pas en arrière et qu'on repart de zéro. C'est dommage. Parce que ce qui compte pour une organisation, finalement, normalement, c'est tant qu'on parle de vous, on assure votre promotion. Et le problème d'Ares actuellement, et là je fais une petite transition, et vous allez me dire, du coup, qu'est-ce que Fernand vient faire là, puisqu'il n'est plus à Ares? Ben, c'est qu'on avait beau le siffler quand il était dans la salle, sans lui, aujourd'hui, on parle beaucoup moins d'Ares. C'est là où je voulais en venir. C'est pour ça que je parle d'Ares depuis tout à l'heure. Vous pouviez me dire, mais ça n'a rien à voir avec Fernand Lopez, pourquoi il nous parle de ça? Ben, le truc, c'est qu'aujourd'hui, sans Fernand Lopez, Ares n'est plus le même Ares. Voilà, et je sais pas, moi personnellement, je le vis comme ça. Voilà, j'ai vu les Maîtres Fumier qui ont été bons joueurs. Ils ont proposé un code promo pour vendre des billets Ares. Je trouve ça plutôt cool de leur part d'avoir, on va dire, d'avoir remis les compteurs à zéro. Je trouve ça plutôt cool. Ça, c'était une petite parenthèse. Mais aujourd'hui, quand on revient sur le sujet d'Ares, plus de Fernand, plus de Ragnar, disparu. L'option Ragnar va combattre, moi, j'en ai plus entendu parler. Il n'y a plus de guerre médiatique du niveau Lapillus Ayoub. C'était énorme. C'était incroyable. Franchement, c'était vraiment du bonbon pour le public, quoi. D'ailleurs, Damien, moi, à titre personnel, il me manque beaucoup sur la scène du MMA français. Ça me fait chier ce qui s'est passé. Plus de trash talk, donc. Et surtout, plus de trash talk avec Karl Amoussou. Voilà. Donc, oui, encore une fois, c'est en tant que spectateur que tout ça, ça nous manque. Parce que les premiers visés, les premiers invectisés, pour eux, c'est compliqué. C'est des clashs, c'est machin, c'est pas marrant à vivre. Moi, j'avoue, être dans les clashs, les machins, ça me saoulerait. Mais en tant que spectateur, Fernand Lopez, c'est quelqu'un qui avait la qualité de faire fusible. En fait, il avait cette espèce de truc d'arriver à faire fusible sur tout ça. On aurait dit que tout lui passait au-dessus. Et on peut dire ce qu'on veut. Je pose la question, maintenant, avec tout ce que je viens de dire, quand on se rend compte de l'influence majeure qu'il avait, par exemple, sur notre décision ou non de regarder un événement de MMA, est-ce qu'il ne nous manque pas aujourd'hui? Voilà. Je dis pas qu'il faut se frotter les mains quand il y a des dramas, sortir le popcorn, mais d'un certain point de vue, les dramas, il y en a quand même aujourd'hui. Et lui, ce qu'il avait la qualité de faire, c'est de les transformer en publicité. Quand il se passait quelque chose de dramatique ou de grave ou de machin et tout, il savait en faire quelque chose de médiatique et médiatiquement intéressant. Voilà. Donc c'était... Est-ce que ça répond un petit peu à la question? Je ne sais pas. Est-ce qu'il nous manque? Dites-moi ça en commentaire. Moi, personnellement, je dois vous dire, eh ben, qu'il me manque un petit peu quand même. Surtout quand, voilà, on va aborder le prochain sujet. Et vous allez me dire, ben oui, effectivement, quand je vous dis, quand je vous pose la question, est-il responsable de tout ce qui se passe dans le MMA actuellement? C'est facile de répondre. Là, aujourd'hui, par exemple, on a Benoît Saint-Denis et Daniel Warin qui ont pris beaucoup de place sur le paysage du MMA dernièrement. D'ailleurs, ça a même pris tellement de place que la défaite de Benoît et toutes les remises en cause qui ont été citées ont fait oublier la victoire de Nassourdine Imavov, qui est peut-être, sur le plan sportif, bien plus importante. Voilà. Donc, pour vous dire à quel point, des fois, les clashs prennent plus de place que des choses qui sont positives. Et là, Fernand Lopez, il n'a rien à voir là-dedans. On a des athlètes qui étaient au Factory et qui se révèlent, donc comme je l'ai dit, comme Nassour, comme Taylor. Il y a certains médias, et il faut le dire, qui essayent de cancel Fernand Lopez. Voilà. Ils essayent de cancel ce qu'il a fait, ce qu'il est aujourd'hui. On ne veut plus en entendre parler. Voilà. Quand Gomis il gagne, c'est Gomis, c'est machin. Quand un autre il gagne, on va parler de son écurie, on va parler de son organisation, on va parler de son emploi du temps, de sa nutrition, de son machin, de ses étirements. Là, quand c'est Gomis qui a gagné là contre Brito, alors déjà, personne n'y croyait. Et au final, on attribue les louanges qu'à William Gomis. Ce qui est normal, hein, c'est lui qui combat quand même, je suis d'accord. Et si on attribue les mérites à certains qui font gagner certains combattants, il faut le faire aussi pour les autres. C'est aussi un équilibre. Voilà.
Aux dernières nouvelles, Cyril Gane, il est toujours à l'UFC. Gomis, il performe. Il y en a d'autres du Factory avec un petit peu moins de réussite à l'UFC, c'est vrai. Mais il y a quand même encore des résultats liés directement à ses propres qualités sportives et managériales. Voilà, moi j'ose dire que j'y crois. Voilà. J'ai posé 3 questions au début du podcast. Je vous ai demandé votre avis en commentaire. Je suis très impatient d'avoir votre retour. Voilà. Ce podcast, il touche à sa fin. Un dernier mot. Je vais être très honnête. Moi, le King Energy, franchement, ce divertissement, il me manque. Et je dis pas ça pour Guillaume, évidemment. Hein. Pour être quelqu'un d'autre, ça serait pareil. C'était très divertissant, piquant. Et surtout, ce mec, voilà, savait nous vendre des événements, savait nous vendre une carte, savait nous parler de certaines choses. Il n'avait pas la science infuse, même si peut-être lui, il pensait l'avoir. Fernand Lopez n'a pas la science infuse, mais c'est un personnage du panorama du MMA. Moi, aujourd'hui, on a beau essayer de nous faire oublier qu'il existe, moi, j'arrive pas à oublier qu'il existe. Pour moi, il existe et il apporte beaucoup. Alors après, extra sportivement, oui, il y a des choses à dire, mais sportivement parlant, je trouve que, voilà, la question, elle se pose. La question, est-ce que Fernand Lopez nous manque ? Eh bien, elle se pose, et je vous la pose, et je vous demande vos réponses en commentaire. Voilà. Ce podcast est terminé. On est toujours avec le sponsor Others Nutrition, vous le savez. Protéines en poudre ou en barre, post-workout, Barlow Booster. Qu'est-ce qu'on a encore ? Tout est vegan. On a le code MMA Club 10, tout attaché. Vous avez 10% sur votre commande. Donc, faites-vous plaisir. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Abonnez-vous. Et je vous fais des gros bisous.